Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est avec la Luftwaffe que Hermann Göring croit toucher vraiment l'aboutissement réel de sa trajectoire perso. L'aviation, c'est pas seulement une arme, elle est son arme. Elle est le prolongement direct de sa légende personnelle, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, de son identité de héros de 14-18, de son imaginaire chevaleresque et technicien. Parce qu'il devient ministre de l'Air en 1933 en plus du reste. Il ne reçoit pas une institution existante en fait, il reçoit une page blanche. Le traité de Versailles interdit, vous savez, à l'Allemagne toute aviation militaire. La Luftwaffe doit donc être construite clandestinement et puis révélée au grand jour en 1935. Pour Göring, là, c'est une chance extraordinaire, une chance historique. Il peut façonner une armée à son image, sans tradition pesante, sans hiérarchie hostile, sans contre-pouvoir enraciné. Alors il va s'entourer de fidèles, d'anciens aviateurs, de techniciens brillants, mais aussi de courtisans, bien sûr, et d'opportunistes. La Luftwaffe devient rapidement son royaume personnel. Mais dès l'origine, il y a une ambiguïté structurelle qui s'installe. Il veut pas seulement une aviation efficace, il veut une aviation spectaculaire. La Luftwaffe doit impressionner Hitler, terroriser l'ennemi, fasciner les foules. Les défilés, les démonstrations, les records, les effets d'annonce prennent une place considérable. Et Göring promet toujours plus d'avions, plus de pilotes, plus de capacités qu'il n'en existe réellement. Et ce décalage entre le discours et la réalité va devenir une constante. Dans les années 36-39, la Luftwaffe bénéficie d'investissements massifs. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle joue un rôle central dans la guerre d'Espagne, notamment au moment du bombardement de Guernica, qui révèle à la fois sa puissance et aussi ses limites. Mais Göring tire de cette expérience des conclusions qui sont biaisées. Il surestime en fait les enseignements tactiques. Il sous-estime la durée et l'intensité d'une guerre moderne contre des puissances industrielles équivalentes. Parce que Göring ne pense pas la guerre comme un conflit d'usure, il la pense comme une suite de coups d'éclat. Encore une fois, c'est un homme d'apparat. En 39-40, cette illusion semble se confirmer. La Luftwaffe écrase la Pologne, mais enfin j'allais dire, pas difficile. Elle joue un rôle décisif dans la campagne de France, là encore, c'est pas difficile. Les bombardements, l'appui aérien rapproché, la désorganisation de l'ennemi donnent l'impression d'une supériorité écrasante. Et là, il est au sommet. Il multiplie les titres, les décorations, les proclamations. Quand on voit les photos, on voit toutes les décorations. On dirait un maréchal soviétique avant l'heure. Et il promet à Hitler que la Luftwaffe est invincible. Et c'est vrai que les Stukas, vous savez, quand ils tombent en piqué avec ce bruit très caractéristique fait encore exprès pour impressionner, ça, c'est lui. On ne peut pas lui retirer ça. Mais c'est précisément à ce moment-là que va s'enclencher la spirale du mensonge. Parce qu'au moment de la bataille d'Angleterre, Göring se trouve confronté à une réalité qu'il refuse d'admettre. La Luftwaffe n'est pas conçue du tout pour une guerre aérienne prolongée. Elle manque de bombardiers lourds, elle manque de chasseurs à long rayon d'action, elle manque aussi de pilotes correctement formés pour un conflit durable. Et au lieu de corriger, Göring nie. Il change d'objectif, il passe des aérodromes aux villes, il promet des résultats décisifs à court terme, il ment à Hitler et il se ment aussi à lui-même. La défaite aérienne face au Royaume-Uni, c'est quand même un tournant, non seulement militaire, mais un tournant politique. Là, il perd une part essentielle de sa crédibilité stratégique. Et Hitler commence à douter, les autres chefs militaires commencent à se méfier. Sauf que Göring ne disparaît pas, il s'adapte. À partir de 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique, la Luftwaffe est à nouveau sollicitée, mais cette fois à une échelle gigantesque. Les distances, on les connaît, sont immenses, les conditions extrêmes, les pertes s'accumulent. Et là encore, Göring refuse la réalité. Il promet ce qu'il ne peut évidemment pas tenir. Il assure que l'aviation va ravitailler des armées encerclées comme à Stalingrad. Il affirme que des milliers de tonnes de matériel vont pouvoir être livrées par les airs et tout ça est un mensonge stratégique majeur. Stratégique parce qu'évidemment on lui fait confiance donc on y va, mais voilà, la Luftwaffe n'en a ni les moyens, ni les appareils, ni les équipages. L'échec du ravitaillement de Stalingrad va sceller non seulement le sort de la 6e armée évidemment, mais aussi celui du prestige militaire de Göring. À partir de ce moment, son pouvoir réel décline. Alors il conserve ses titres, il conserve ses richesses, il conserve aussi sa proximité formelle avec Hitler, mais c'est plus un décideur militaire crédible.
Et pourtant, curieusement, il n'est jamais écarté. Pourquoi ? Parce que le système nazi ne fonctionne pas sur la compétence, mais sur la fidélité et la mise en scène. Et Göring reste utile comme symbole, comme relique de l'âge héroïque du régime, comme incarnation d'un passé glorieux que le présent ne cesse de trahir. Mais l'homme, lui, s'enfonce. Il s'isole, il se réfugie dans le luxe, la morphine encore une fois, les résidences, les collections d'art, il évite les dossiers techniques, il délègue, il improvise. Et la Luftwaffe, quant à elle, se délite. Ça explique aussi des choses. Les bombardements alliés ravagent alors l'Allemagne, la supériorité aérienne change de camp. Les promesses de Göring deviennent finalement peu à peu grotesques. À la fin de la guerre, l'homme qui se rêvait maître du ciel n'a plus aucun contrôle sur l'air allemand. Et ce moment est essentiel pour comprendre la nature profonde de Göring. C'est pas un simple incompétent, c'est un producteur de fiction stratégique, un homme qui confond la volonté et la réalité, qui remplace l'analyse par la promesse, et qui, en faisant ça, contribue directement à des défaites catastrophiques. Avec la Luftwaffe, Göring révèle une vérité centrale du régime nazi, un système où le mensonge, la flatterie et la mise en scène peuvent l'emporter durablement sur la compétence, jusqu'à l'effondrement.